Europe 1. Elliott Deval et vous. Et à 11h31 sur Europe 1 dans Elliott Deval et vous, nous sommes toujours avec nos trois invités en studio. Georges Fenech, ancien magistrat, Thomas Bonnet, journaliste politique CNews et l'avocat pénaliste Jean-Yves Le Borgne pour débattre et décrypter autour de l'actualité, sachant que les auditeurs, vous pouvez aussi nous appeler pour réagir à l'émission Elliott au 01 80 20 39 21. Et on revient sur la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la Cour d'assises de Paris de la meurtrière de la petite Lola. C'était hier avec les témoignages bouleversants de la mère de Lola, Delphine, et du frère Thibaut. Vous êtes nombreux à vouloir réagir au standard d'Europe 1. Gérard est en direct avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour Elliott et bonjour à toute la rédaction d'Europe 1 que je suis régulièrement et à votre invité dont je n'ai oublié le nom, je suis désolé. Jean-Yves Le Borgne, Maître Le Borgne. Maître Le Borgne qui semble très compatissant par rapport à ma position. C'est-à-dire, quelle est votre position Gérard ? Alors ma position elle est très simple parce que j'entends dire depuis ce matin que la justice a fait son travail, que cette criminelle a été condamnée à la peine la plus forte, c'est très bien, parfait, ok, tout le monde est content. Sauf que si on remonte un petit peu dans l'histoire, on se rend compte que c'est la justice qui a failli du départ. Pourquoi dites-vous cela ? La justice a failli dans la mesure où elle a prononcé une obligation de quitter le territoire. Alors, pour moi, les mots ont un sens, monsieur Deval. C'est-à-dire que obligation, c'est obligation. C'est une peine de justice. Donc, elle doit être suivie, normalement, d'application. Alors permettez-moi, et là je demande l'avis à Georges Fenech. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas une décision forcément judiciaire, mais c'est une décision administrative. Donc là, c'est le préfet. Bah oui, donc c'est pas la justice qui a failli au début de ce dossier. Si c'est une décision administrative, alors c'est à l'État. Mais ça, on est d'accord, Gérard, depuis le début. Son application soit faite. Mais attendez, Gérard, vous avez entièrement raison. Et à travers le drame qui a frappé la famille de la petite Lola et cette meurtrière qui a tué la petite Lola, et bien d'autres, vous avez entièrement raison. C'est la faillite, bien sûr, c'est la faillite de l'État. C'est la faillite de l'État qui, d'ailleurs, en plus avec un chef qui avait fait la promesse en 2017 d'exécuter 100% des OQTF, et quelques années plus tard, il y a ce drame-là, 5 ans plus tard, puisque c'était en octobre 2022. Oui, mais on pourrait citer Samuel Paty, on pourrait également citer le meurtre de la petite Philippine. S'il y avait un seul cas en France, on se dirait, bon, on pourrait parler de faits divers, mais là, on n'est plus dans un fait divers, on est dans un fait de société. Qu'on soit clair. Et un fait de société, c'est quelque chose qui a tendance à se répéter par défaillance. Mais vous avez entièrement raison, Gérard. Mais ce que vous dites... tiens, vous citez un homme qui est à l'antenne d'Europe 1 entre 10h et 11h. C'était la formule qui a été employée, si hasard ou coïncidence, par Philippe Devilliers ce matin sur Europe 1. Écoutez... que j'estime beaucoup. Vous êtes nombreux à l'estimer puisque vous êtes très nombreux à l'écouter. Gérard, là où vous avez... Quand est-ce qu'il revient, lui ? Comment ? Quand est-ce qu'il revient ? C'est-à-dire... Quand est-ce qu'il revient ? Écoutez, laissez-le sur Europe 1 et sur CNews, ça marche très bien. On aimerait bien l'avoir un peu plus haut, lui. Écoutez, si vous avez son numéro de téléphone, lui envoyez un texto, mais laissez-nous tranquille et laissez-nous faire ces émissions chaque vendredi sur CNews et chaque samedi matin sur Europe 1. C'est déjà très bien, effectivement, même si c'est pas suffisant. Là où je voudrais revenir sur le sujet, parce qu'il est essentiel, et vous avez tellement raison, Gérard, c'est de dire ce que des millions de Français ont vu, et ce que les politiques en poste refusent de voir et refusent de traiter, c'est cette faillite sécuritaire, Thomas, et cette faillite migratoire. Et là, on est au cœur du sujet. Mais vous avez un système médiatico-politique qui, à cela, répond quoi ? Récupération. Récupération d'un drame, dignité, la dignité, il ne faut surtout pas parler de ce que vous avez vu, parce que c'est de faire de la récupération. Quelle lâcheté! Je me suis infligé cette semaine la lecture de certains quotidiens de gauche pour voir la couverture qu'ils réservaient au procès de Dabia Benkired, et j'ai été effaré, en effet, en voyant qu'ils concentraient leurs encartés, vous savez, un petit encart, ça prenait pas beaucoup de place dans les quotidiens de gauche, simplement pour parler en effet de cette récupération, soi-disant, de l'extrême droite. Donc on évite encore une fois le sujet. Alors je dis ils évitent le sujet. Ils, ce sont évidemment la plupart des médias et la plupart des responsables politiques, même si on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Certains appellent de leur vœu
à une réponse très ferme de la part de l'État. Moi, je constate en tout cas que le nombre d'OQTF exécutés n'a pas drastiquement augmenté ces dernières années, ces derniers mois. Je constate également, je rappelle que Dabia Benkired est arrivé en France avec un visa étudiant depuis l'Algérie et que encore il y a quelques semaines, le Quai d'Orsay se félicitait du fait qu'on ait augmenté le nombre de visas étudiants pour l'Algérie. Il ne s'agit pas de dire que tous les étudiants, évidemment, vont commettre des crimes pareils, évidemment pas. Mais il s'agit de dire que quand on expose une population à des crimes, potentiellement à des délits, eh bien, on prend les mesures qui s'imposent. Et les mesures qui s'imposent, c'est d'abord d'expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire français. C'est le cas donc pour Dabia Benkired. Ce sera le cas aussi lors du procès pour l'affaire qui a concerné la jeune Philippine. La jeune Philippine, bien évidemment. Jean-Yves Le Borgne, maître. Je suis tout à fait d'accord quand j'entends des protestations parce que des OQTF n'ont pas été exécutés et qu'il s'en est suivi, même si ce sont des cas rares, mais c'est tellement grave qu'il faut les tenir pour importants, des crimes par la suite. Mais le vrai problème, c'est que tous les gouvernements se sont heurtés à l'incapacité de renvoyer un certain nombre de gens sous OQTF en France dans leur pays d'origine, parce que leur pays d'origine ne veut pas d'eux. Et je crois que la seule solution n'est pas de continuer des dialogues diplomatiques à n'en plus finir qui n'aboutissent jamais, mais de trouver une solution de remplacement. Et cette solution de remplacement, elle avait été esquissée, on pourrait reparler des détails, elle avait été esquissée par un homme politique non négligeable qui évoquait l'idée d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors que ce soit Saint-Pierre-et-Miquelon ou ailleurs, ça me paraît pas une mauvaise idée. Ce sont des gens dont nous ne voulons pas sur le territoire national, ce sont des gens que nous voulons mettre au loin de la société. On parlait de la mise à l'écart tout à l'heure d'un certain nombre de gens dangereux. Mais Jean-Yves Le Borgne, pardonnez-moi maître, vous êtes un homme d'extrême droite. Vous êtes un odieux réac. Écoutez, vous foulez, mais vous marchez sur l'état de droit en disant cela. Mais je vois pas où est vous êtes un le danger problème. pour la démocratie. Vous savez, je crois qu'il faut se dépassionnaliser. Il y a certaines propositions de la droite marquée qui n'auraient pas mon suffrage et d'autres qui me paraissent susceptibles d'être adoptées. La mise à l'écart, ça fait partie de la décision de gouvernement. Mais la mise à l'écart, et vous avez bien compris mon ironie, c'est que dans les médias mainstream, dans les grands médias, jamais vous n'aurez la possibilité de dire cela. Parce que le débat ne sera pas traité. C'est bien, comme ça j'ai l'occasion de le dire chez vous. Pas posée. Non, mais la question ne sera même pas posée. Et vous dites, il faut des alternatives. Vous avez des pays européens qui ont réfléchi à des alternatives. Par exemple, les pays tiers. Les pays tiers, la Grande-Bretagne l'a envisagé, l'Italie l'a envisagé avec l'Albanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes après en confrontation avec quoi? Les principes fondamentaux du droit européen qui vous limitent dans la possibilité de faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire mettre à l'écart des individus qui sont étrangers, illégalement sur le sol européen et qui peuvent représenter un danger pour la société. Donc quand vous êtes entouré de politiques qui n'ont pas le courage d'aller au bout et surtout d'entendre la volonté populaire, eh bien vous êtes susceptible de revivre malheureusement régulièrement, trop régulièrement, des drames qui se répètent avec les mêmes sujets qui se répètent encore une fois. On va parler dans un instant d'un violeur en série, du moins d'un agresseur sexuel. Il y a eu une tentative de viol dans le RER en Île-de-France, c'était le 15 octobre dernier. Le profil du suspect, c'est le même, c'est toujours la même chose. Malheureusement, pardonnez-moi de le dire ainsi, ou quasiment toujours la même chose. On est face à un homme étranger, égyptien, sans domicile fixe. On verra dans les prochaines heures s'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. On verra dans les prochaines heures si il n'avait rien à faire et qu'il était illégalement sur notre sol. Cet homme a été interpellé 10 jours après et heureusement qu'il y a les policiers qui font leur travail. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Personne n'en parle bien évidemment. Parce que c'est un sujet qui est tabou, Georges Fenech. C'est un sujet qui finalement est au cœur du déni politico-médiatique qu'on vit depuis des années. Et c'est pour ça que les Français sont en colère comme Rémi et comme Gérard. Et c'est pour ça que les Français nous écoutent et nous regardent, notamment sur CNews, parce que nous... Et nous écoutent sur Europe 1. Et nous ne nions pas ce qui est une réalité que tous les Français peuvent voir, malheureusement, et constater
qu'il y a la perte de contrôle de nos flux migratoires. D'ailleurs, ça, par contre, c'est reconnu par les politiques, même si certains estiment que on doit ouvrir nos frontières à tous les vents. Mais ce qui est particulièrement choquant pour nos concitoyens, c'est qu'on veuille nier ce lien qui existe entre l'immigration et la délinquance, et la très grande délinquance et la criminalité. J'ai entendu notamment M. Laurent Nunez qui avait du mal à prononcer ce mot lien. D'ailleurs, il se refusait même à le prononcer. Et ça, c'est inacceptable, parce que tous les chiffres sont là pour le démontrer. 25% d'étrangers dans nos prisons, déjà, ça c'est un chiffre incontestable. Et puis, ces crimes sexuels, ces agressions dans les transports qui ont été rappelés par Elliott, c'est 60% on va en parler dans un instant. En Ile-de-France. Dans 2 cas sur 3, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers, donc on ne peut pas... Moi, je ne vais pas me faire l'avocat de Laurent Nunez, le nouveau ministre de l'Intérieur, c'est pas du tout... Je pense qu'il ne veut pas rentrer dans un débat sémantique. Oui. Lui, ce qu'il veut, c'est les résultats sur le terrain. Absolument. J'imagine que c'est ça. Oui. Il ne veut pas rentrer dans un débat à savoir est-ce qu'on parle de submersion ou de lien ou de défi, etc. Peut-être que c'est la question. Mais les mots ont un sens d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on avait avant un ministre de la Justice qui parlait de sentiment d'insécurité, c'est une expression, une formule qui lui colle encore aujourd'hui à la peau. Et d'ailleurs, peut-être que certains diraient c'est injuste de ne parler que du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, comme du ministre du sentiment d'insécurité. Mais c'est parce que ça rentre en confrontation avec ce que vivent les Français. Vous vous rendez compte, vous avez plus de 100 000 peut-être aujourd'hui... 130 000. 130 000 OQTF qui sont dans la nature. À quand la prochaine victime? C'est pas à quand. Qui sera la prochaine victime? Peut-être la semaine prochaine. D'un OQTF. On ne peut pas. Les Français n'accepteront plus encore longtemps cette situation. C'est pas possible. Et encore une fois, dans ce contexte-là de crise sécuritaire, migratoire, crise aussi judiciaire dans d'autres sujets, j'ai quand même la sensation, et ce sera le mot de la fin, Jean-Yves Le Borgne, et c'était un plaisir de vous avoir dans le studio d'Europe 1 parce que vous êtes un homme toujours équilibré avec cette expérience, cette expertise, et puis en plus vous avez une voix. Vous avez une voix de radio. Il faut rester d'ailleurs. Vous allez peut-être rester jusqu'à midi. Ténor du barreau. Ah, c'est un ténor du barreau, effectivement. Ténor du barreau. Mais c'est que la justice a rendu ce qu'il y avait de meilleur dans la justice en traitant du pire. C'est ça qui marque aussi hier. Et que au sortir du procès, que ce soit les avocats de la défense comme les avocats des parties civiles, c'était le même. Il y avait la même analyse. Et il y a un aspect rassurant là-dedans. Vous avez raison quand vous rendez compte des réactions. Je dois dire que j'étais un peu surpris de, j'allais dire, la satisfaction des avocats de la défense. Je pense que c'est pas leur rôle. Que les avocats de partie civile aient estimé que justice avait été rendue, c'était normal. Je suis plus réservé sur l'attitude que j'ai trouvée un peu trop conciliante de la part des avocats de la défense. Mais comme je ne les ai pas entendus plaider, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. J'entends. Un grand merci d'être venu, Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste, auteur de Coupable Liberté aux éditions Fayard, sorti en janvier dernier.